Madame, Monsieur, bienvenue sur le plateau de Regard sur le monde. Alors que le Gabon s'engage résolument sur la voie de développement durable sous la Ve République, eh bien, il lui faut bâtir un nouvel édifice sur du roc. Le pilier économique étant la fondation centrale qui supporte le gros œuvre des travaux de construction, il se fait sentir un besoin pressant de revitaliser de manière durable l'ensemble des activités de production, de transformation et de valorisation des matières premières en biens matériels à grande échelle. L'industrie pétrolière est concernée au premier chef, alors avec près de 96% du total des exportations vers les marchés mondiaux. Le pétrole est le premier poste d'exportation et la première source de devises du Gabon. 3,68 milliards de réserves avérées et 0,013 millions de barils consommés par le pays. Le potentiel de cette industrie reste encore largement inexploité. S'agissant du gaz, le pays compte à peine 0,1 milliard de mètres cubes, qui pourrait atteindre 28 milliards de mètres cubes, voire au-delà. Alors, tout au long de cette émission, dont le thème est projecteur sur le secteur des hydrocarbures, nous allons donc essayer de comprendre davantage ce qui se passe. Sur ce plateau, M. Adrien Vancy Tati, ingénieur des mines et du pétrole en chef, expert de l'industrie pétrolière et minière, diplômé de 3e cycle en Petroleum Management de l'Université d'Oxford en Angleterre, ancien cadre supérieur du ministère du pétrole et de gaz. Alors, Monsieur Adrien Vancy Tati, ravi de vous recevoir à nouveau. Merci encore de me donner l'opportunité d'être reçu sur votre plateau et pour parler des choses importantes pour le pays. Vous l'avez bien rappelé que l'industrie pétrolière est la locomotive de notre économie. Cela me donne l'opportunité de faire part un peu de ma vision de la chose, de mes analyses et surtout en restant dans le droit fil de ce que nous avions eu à faire la dernière fois que je suis passé ici. Ça fait déjà pratiquement 2 ans. Alors, pour permettre aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, pour leur permettre de comprendre et bien cerner ce que nous allons faire tout au long de cette émission, je pense, à mon humble avis, qu'il est important de faire un quart de tour en arrière en novembre 2023, d'accord? Et voir un peu ce que vous avez déclaré. C'est important. Tout à fait. Okay? Nous allons le suivre. Tout à fait. Ces sociétés-là viennent, ce sont des partenaires, on va les appeler comme ça, elles viennent, elles nous disent, bon, nous, on va investir dans le pétrole, on va commencer donc les premières négociations et on leur signe des comptes rendus de réunion. Elles prennent ces comptes rendus-là, elles vont avec auprès des banques étrangères. C'est un contrat qui est un contrat de poker menteur, de dupe, il faut le dire. Mais le fait d'aller emprunter de l'argent, elle nous ramène finalement des dettes. Voilà la partie de poker menteur. Elle ne nous ramène pas des capitaux, mais elle nous ramène des dettes. Voilà ce que vous avez déclaré en novembre 2023. Vous fustigiez les dysfonctionnements créa qui minent le secteur des hydrocarbures. Et je vous rappelle que votre déclaration avait été reprise par l'ensemble des médias. Et ça a fait le tour du monde. Bon, alors, plus de 2 ans après votre passage à cette émission, alors l'œil de l'expert du domaine que vous êtes fait quel constat aujourd'hui? Êtes-vous en mesure de dire qu'effectivement des améliorations ont été opérées dans le secteur ou pas? Qu'est-ce que vous dites? Je vous remercie beaucoup pour votre question, elle est très importante. Malheureusement, pour répondre directement, je dirais que mon constat est amer. Mon constat est amer et je ne le dis pas pour indexer, je ne le dis pas pour fustiger ou faire le reproche à qui que ce soit, je le dis pour le déplorer. D'accord. Je le dis pour le déplorer
Après ce passage-là, en principe, on devait prendre le taureau par les cornes et essayer d'en faire une voie exploratoire afin que nous puissions améliorer les choses et que nous puissions faire disparaître au fur et à mesure ces dysfonctionnements. Bon, est-ce que 2 ans c'est suffisant pour atteindre ces objectifs-là? Je ne sais pas, mais malheureusement, je le dis une fois de plus pour le déplorer, malheureusement, rien n'a avancé vraiment dans le bon sens. Des efforts sont certainement faits, mais malheureusement, ça va tellement lentement que nous restons toujours dans des dysfonctionnements qui ne nous permettent pas réellement d'avancer. Alors, quelle solution l'expert que vous êtes préconise-t-il ou quelle voie exploratoire, alors, à minima, entrevoyez-vous? Dans un premier temps, il faudrait qu'on se penche, mais de façon très pointue, de façon très sérieuse, sur notre industrie pétrolière et minière. Quand je parle pétrole, je jette aussi un regard sur les mines. Cela commencerait d'abord par remettre certaines choses sur la table. Comme quoi, par exemple? C'est-à-dire que nous avons raté le coche sur quelque chose que moi je pense qu'on aurait dû faire lors de la transition. La transition nous a amenés vers la Ve République et lorsque nous arrivons à la Ve République, en principe, on devait remettre toutes les cartes sur la table, revoir nos contrats, parce que c'est important, parce que l'industrie pétrolière, comme vous avez su le dire, c'est la matrice de notre développement. Bien sûr. Donc on devait tout revoir, tout remettre sur la table, d'autant plus que nous savons tous dans ce pays, en tout cas ceux qui doivent le savoir le savent, mais sinon même une grande partie de la population le sait très bien, il s'est passé beaucoup de choses durant les 14-15 dernières années avant l'arrivée du CTRI, avant l'arrivée de la Nouvelle République. On devait donc revoir tous les aspects de nos contrats, de nos différents contrats, remettre ça sur la table et mettre l'accent sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qui n'a pas fonctionné, de façon à ce que nous puissions repartir sur des nouvelles bases. Or, malheureusement, nous sommes partis dans tous les sens et on n'a pas pensé à ça. Mais c'est ça qui est important. Aujourd'hui, notre pays, il y a une annonce de difficulté, il y a le FMI qui va arriver, mais le FMI va nous poser ces questions-là. Le FMI nous posera des questions sur notre gestion, sur la gestion de notre patrimoine minier, pétrolier, entre autres. Bien sûr. Alors, vous avez posé la question, quelles sont les voies exploratoires qu'on pourrait mettre en place? Donc, c'est de revoir nos contrats, remettre les contrats sur la table, revoir certains aspects. Quel aspect, par exemple? Par exemple, je prendrais un aspect très simple. Oui. Que tout le monde peut comprendre et maîtriser. Par exemple, la production pétrolière gabonaise. D'accord. Quel est le niveau réel de production de notre pays? On parle de 200 000, 220 000 barils. Oui. Donc cela nous amène à peu près à 80 millions de barils par an. Cela nous amène à peu près approximativement à 11 millions de tonnes par an. Alors qu'à une époque, nous étions à 13 millions de tonnes. Une époque assez lointaine, c'est vrai. Nous étions à 13 millions de tonnes. Mais alors, est-ce que c'est ça réellement notre production pétrolière? Moi, en ma qualité d'expert et ayant des circuits un peu partout dans le monde dans ce domaine-là, je dis que non. Je suis convaincu, et je peux le prouver, que nous produisions beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Alors, rien que si on s'arrête sur les 11 millions de tonnes annuelles que nous produisons, il faudra savoir que ces 11 millions de tonnes se partagent entre les sociétés productrices et l'État gabonais. Mais ce qu'il faudra aussi savoir, c'est que sur les 11 millions de tonnes, chaque année, nous perdons entre 4% et 6% de cette production-là, dans des systèmes de dissipation de la production. La production est là, mais nous perdons entre 470 et 700 000 barils en pure dissipation, en pure perte.
Qu'est-ce qui justifie cela? Bon, en pure perte, mais quand on parle comme ça, on parle de barils, mais qu'est-ce que ça représente en termes monétaires? En termes de revenus En générés? termes de revenus, en termes de recettes, Oui. nous perdons entre 170 et 171 milliards de francs CFA de pure perte. Voilà un pan, voilà un aspect qui nécessite une attention particulière. Tout à fait. Il nous faut être très regardants sur ces aspects-là, en pure dissipation, alors que le pays a besoin d'argent. Le pays, les gouvernants sont obligés d'aller faire des emprunts et ça devient très lourd. Une dette supplémentaire. Dette supplémentaire et ça devient très lourd pour le pays. À un moment donné, nous ne serons plus éligibles Bien sûr. aux emprunts. Et les fourches codines du FMI vont nous rattraper là-dessus. Donc voilà un peu. Mais je ne désespère pas. Il y a des voies que l'on pourrait utiliser pour résorber un peu toutes ces pertes-là. Alors, j'ai une question qui me vient comme ça à l'esprit. Comment on peut perdre autant de barils et autant de revenus? C'est une très bonne question. Cela est dû au fait, et je pèse mes mots, que nous n'avons pas le courage de nos ambitions, malheureusement. Nous regardons ailleurs, nous faisons dans le tout politique, alors que nous sommes un pays en développement. La seule politique qu'on devait faire, c'est la politique de développement, et non pas de la politique politicienne. Ça, c'est mon avis. Je peux me tromper, mais c'est comme ça que je vois les choses. On regarde ailleurs, alors que les vrais problèmes sont des problèmes liés à notre développement. Les vrais problèmes sont liés à la gestion de notre patrimoine minier, forestier et tout le reste. La gestion durable, rationnelle, il faut préciser. Tout à fait, la gestion rationnelle de notre patrimoine. On passe à côté de la plaque, on fait de la politique politicienne à tout bout de champ, alors qu'il y a des choses réelles. Bon, faire de la politique, c'est pas mauvais, mais que les politiciens fassent la politique Bien et sûr. qu'on laisse aux technocrates Bien sûr. qui ont été formés pour ça, dont le pays a dépensé des sommes énormes. Proposer des solutions. Pour proposer des et solutions. Et surtout, tenir compte de ces solutions. Tout à fait. Donc, voilà un peu. Alors, pour revenir à votre question, qui est une question très pertinente, que faire? Nous devons revoir nos contrats. Nous devons remettre tous les contrats sur la table. Les revoir, parce que dans la gestion de ces contrats, il y a beaucoup de dysfonctionnements. Bien sûr. Et dans ces dysfonctionnements, il y a quelque chose qui heurte, c'est toujours le fait qu'après plus de 70 ans d'exploration en production pétrolière au Gabon, nous n'avons pas, nous, le pays, le courage de mettre en place des instruments qui nous permettraient de gérer un grand pan, de gérer nous-mêmes un grand pan de notre secteur pétrolier, industriel et minier. Et dont les revenus bien centralisés nous permettraient effectivement d'éviter des emprunts obligataires sur des marchés financiers qui alourdissent la dette publique. Tout à fait, tout à fait. Et ça va nous entraîner des restrictions qui vont forcément heurter les populations, qui vont nous mettre en mal quant à notre vie au quotidien. D'accord. Alors, justement, pour parler de la vie au quotidien, comme partout ailleurs, au Gabon en ce moment, il y a les feux d'actualité brûlent sur des revendications sociales. Le secteur des hydrocarbures n'est pas en reste avec une menace de grève qui plane là. Alors, j'aimerais savoir quelle est votre lecture de la situation? C'est une lecture rétrospective. Parce que ce problème des grèves dans l'industrie pétrolière est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Voilà une quinzaine d'années, sinon peut-être un peu plus, que de façon répétitive, ce problème est récurrent parce qu'il est tout le temps d'actualité. On laisse passer 1 an, on laisse passer 2 ans, ça revient toujours. Ça voudrait dire que nous ne rentrons pas, lorsque nous cherchons des solutions à ce problème-là, dans l'industrie pétrolière et partout ailleurs, nous ne rentrons pas dans le fond des problèmes. Nous planons, nous saupoudrons, alors qu'en fait, il faut aller au fond des problèmes. C'est quoi le problème? Moi, j'ai passé quelques mois
dans le cadre d'une unité qui a été mise en place à Port-Gentil. J'ai passé quelque temps là-bas. Et la jeunesse port-gentillaise, qui est une jeunesse désœuvrée, sinon pour ne pas dire plus sinistrée, c'est des gens qui venaient me voir, ces jeunes-là. Parce que l'espoir avait jailli avec la mise en place de cette unité spéciale. J'ai pu donner des conseils, j'ai pu expliquer, j'ai pu proposer des solutions. Bon, mais malheureusement, malheureusement, j'étais sous l'autorité de certaines personnes dans cette unité et je ne pouvais pas aller très loin parce que chaque fois, on me rappelait que ça ne nous regarde pas, ça ne fait pas partie de nos missions. Alors, le problème, c'est quoi ? Port-Gentil, notamment parce que je parle de Port-Gentil parce que c'est la cité pétrolière du pays, est une ville sinistrée pour la jeunesse. La jeunesse est en difficulté. Parce qu'il se trouve que cette jeunesse, aujourd'hui désœuvrée, n'est pas encadrée. Elle n'est pas encadrée dans le sens qu'elle a toujours des emplois précaires, sinon très précaires. Pourquoi ? Mais tout simplement, c'est ce que je disais, il faut qu'on aille au fond des problèmes. Pourquoi tout ceci arrive ? Tout ceci arrive, c'est parce que l'industrie pétrolière installée à Port-Gentil se refuse désormais d'être des sociétés citoyennes. La société n'embauche plus directement, elle laisse à des maisons de prestation de leur trouver des employés. De la main-d'œuvre. De la main-d'œuvre. Simplement. Voilà. C'est pas des employés. Non, ce n'est pas des employés. C'est de la main-d'œuvre. Consommable, et puis après, on s'en sépare. On vous presse, et puis on vous dit, bon, au bout de 2-3 mois, parce qu'ils ne peuvent pas aller au-delà de 6 mois, parce que si c'est 6 mois, vous êtes obligé d'embaucher directement les gars. Au bout de 3 mois, bon, allez, c'est bon, on vous a payé, dégagez. Mais la société ne paye pas directement ces ouvriers-là. La société paye à l'agence. Paye à l'agence. Et c'est là où il se passe quelque chose qui n'est pas normal. Ça, c'est à ce niveau-là qu'il faut rechercher des solutions. Ce n'est pas une mauvaise chose que des compatriotes aient des agences de placement, des prestations. Mais il faut garantir. Mais il faut garantir, il faut encadrer. Il faut encadrer cela par une loi que tout le monde devrait observer. Parce que si la société paye 1 million pour cet ouvrier auprès de l'agence, l'agence va rétribuer cet ouvrier à 200 000, 250 000 maximum. Pour un emploi précaire. Non. Alors, vous voyez un père de famille qui pendant 3, 4 mois, 5 mois, travaille, a un salaire, a des revenus, donc entretient sa famille avec ça, et puis pof, un bon matin, on lui dit, du jour au lendemain, on dit, bon, c'est terminé. Mais comment voulez-vous que la jeunesse puisse s'épanouir? Non. C'est pour cela que Port-Gentil est une ville explosive. On doit encadrer et bien, dans le cadre de la réglementation, bien réglementer l'activité de ces agences de prestations. Sinon, ça va aller dans tous les sens. Sinon, on va régler, saupoudrer, ça va aller 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis après, ça va revenir. Et c'est ce qui se passe depuis 15 ans, pratiquement. Il faut donc trouver des solutions, mais des solutions pérennes. Il y a eu une violation du Code du travail dans ces conditions? Dans ces conditions, le Code du travail n'est pas bien observé. Surtout le Code du travail relatif à l'industrie pétrolière, au secteur des hydrocarbures. Ce n'est pas bien appliqué. La loi n'est pas bien appliquée. Il y a un laisser-aller. Il faut taper du poing sur la table. Il faut arrêter. Et pourtant, la nouvelle constitution votée en novembre 2024 dispose que tout Gabonais a droit à un bon emploi. Mais c'est tout naturel pour une nation que ses enfants, les enfants de la nation, puissent se stabiliser, puissent avoir de quoi manger et boire, puissent s'occuper naturellement pour pouvoir s'épanouir. C'est valable dans tous les autres secteurs. Parce que la fonction publique ne peut pas toujours recruter. Non, ce n'est pas possible. C'est déjà un peu... Ne peut même pas embaucher tout le monde. C'est pratiquement le trop-plein. Mais que font nos sociétés? Dieu, parce que moi je suis croyant, Dieu nous a donné
toutes ces richesses, mais il faudrait bien que ça profite. C'est peut-être le syndrome hollandais aussi. Voilà, il faudrait bien que ça profite au pays, il faudrait bien que ça profite à la jeunesse. C'est le syndrome hollandais aussi. Voilà, parce que si les jeunes, si la jeunesse n'est pas stabilisée, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que nous voyons, des grèves par-ci par-là. D'accord. C'est aussi la malédiction du syndrome hollandais, non? Quelque part, oui, comme vous le dites, quelque part. Bien sûr. Oui. Et ça, c'est dommage. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que moi, je pense que nous manquons peut-être d'organisation, de capacité organisationnelle, mais sinon, nous avons tout dans ce pays pour que tout le monde s'épanouisse. D'accord. Que tout le monde s'épanouisse. Alors, tout à l'heure, vous faisiez allusion à votre participation à l'unité spéciale de sécurisation et de contrôle du secteur des hydrocarbures à Port-Gentil. Alors, je voudrais vous demander, premièrement, quel est le rôle de cet organe? A-t-il rempli ses missions? A-t-il atteint ses objectifs qui lui ont été assignés lors de sa création? Oui, je vais vous parler de cet organisme, mais je vais le faire parce que vous me posez la question. Bien sûr, parce que vous en parlez vous-même. Voilà, donc, oui, vous me posez la question. Cet organisme, vous vous souviendrez de notre émission la dernière fois, je crois que j'avais lancé ici une proposition au CTRI à l'époque, que ce serait bien justement pour essayer d'atténuer tous ces dysfonctionnements que nous constatons dans l'industrie pétrolière, qu'on mette en place un organisme de contrôle des activités des hydrocarbures à Port-Gentil. C'était une proposition et j'ai constaté avec beaucoup de joie que le CTRI, à l'époque, avait suivi mon message et cet organisme a été mis en place. Est-ce que cet organisme a atteint ses missions? Bon, moi, je souhaiterais dire que l'organisme, c'est l'unité spéciale de sécurisation et de contrôle des hydrocarbures. OK? Malheureusement, j'ai constaté, pour le déplorer aussi, là aussi, qu'on parle de sécurisation, mais il n'y avait pas un problème réel de sécurisation à Port-Gentil. Parce qu'il y a une confusion que les gens font entre sécurisation, il ne faut pas confondre sécurisation et gardiennage. Oui, oui. Il y a une nuance. C'est quoi la nuance, s'il vous plaît? Mais la sécurisation, c'est un aspect où il y a une certaine maîtrise de technicité. Si on met quelqu'un pour la sécurisation, ça voudrait dire qu'en cas de problème, l'agent qui est là pour la sécurisation peut régler ce problème. D'accord. Or, le gardiennage, c'est un peu comme à la maison, vous avez un gardien qui empêche les voleurs de venir. Simplement. Simplement. Mais s'il y a le feu, il n'est pas en mesure, d'intervenir. S'il y a coupure de courant, ou bien qu'il y a le disjoncteur qui a sauté, le gardien n'a pas forcément la capacité, surtout si c'est un système qui est très technique, n'aura pas forcément la capacité de régler ce problème. Donc, sécurisation, c'est une chose. Gardiennage, c'est autre chose. On ne peut pas parler de sécurisation et mettre à cet endroit-là des personnes qui n'ont pas la technicité pour pouvoir résoudre ce problème. Qui n'ont pas le profil requis. Il faut un certain profil, bien sûr, surtout dans l'industrie pétrolière. Avant ça, les sociétés pétrolières faisaient bien leur gardiennage, faisaient bien leur sécurisation, parce qu'il y avait des gens capables, des techniciens capables. C'est un métier. C'est un métier. Ce n'est pas par hasard. On dit sécurisation, alors que ce n'est pas réellement de la sécurisation. C'est du gardiennage. C'est différent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a parlé de contrôle. Bien sûr. De contrôle des activités du secteur pétrolier. Mais on ne peut pas mettre dans le contrôle du secteur pétrolier des personnes qui ne sont pas assermentées, des personnes qui n'ont pas le profil requis pour faire un contrôle. Les compétences, les capacités. Tout à fait, requises pour ça. C'est un domaine très technique. C'est un domaine très technique. D'une technicité très profonde. Tout à fait, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va sur les sites pétroliers, notamment dans le cadre des liftings
donc c'est-à-dire des chargements de bateaux de pétrole pour l'exportation, on envoie là-bas des gens qui n'ont pas cette capacité de faire ce contrôle, qui ne sont pas pétroliers. Parce que pour contrôler un bateau, il faut du métier, qui charge un autre bateau pour l'exportation du pétrole brut, mais ce n'est pas seulement d'être debout et regarder. Il faut un contrôle, c'est ça le contrôle. Bien sûr. Et il faut connaître. Et il faut connaître. Et moi, qui avait quand même un petit vernis, je dis ça comme ça, un petit vernis de connaissances en la matière, je n'ai fait que découvrir des dérapages. Pour le regretter. Pour le regretter. Amèrement. Pour le regretter, pour le pays. Bien sûr, bien sûr. J'ai constaté, et j'ai des preuves avec moi, j'ai des documents avec moi, où il y a des dépassements, à chaque chargement, des dépassements. Je le dis, droit dans les yeux, je le dis, et les gens le savent que j'ai eu à faire cette découverte-là. Est-ce que c'est ce qui a amené qu'on me remercie de façon presque brutale pour dire, Monsieur Tati, vos missions sont terminées, parce que j'ai eu à faire comprendre que non, là, les dépassements, si c'est 100 barils, bon, on peut comprendre, si c'est 500 barils, même déjà là, c'est déjà un peu trop, mais lorsque ça devient 5 000 barils, 10 000 barils, jusqu'à 50 000 barils de dépassement, en date du 22, 23, 24 mars 2025, au lendemain de cela, de ma remarque, au lendemain, 2 jours après, Conseil de ministres, Monsieur Tati, vous êtes remercié. Vos missions prennent fin. Mais dans une approche surréaliste, il faut le dire. Parce que moi, on est venu me voir à la maison pour me dire, ah, Monsieur Tati, nous avons été instruits par le chef de l'État pour que vous puissiez venir nous accompagner dans nos missions à Port-Gentil, puisque c'est vous qui avez proposé qu'on mette cette unité en place. Mais quand on vient vous dire ça, vous ne pouvez pas dire non. Moi, j'étais prêt à repartir là où je vivais, au Ghana. J'ai dit, bon, d'accord, si c'est le patron, le grand patron qui demande ça, il n'y a pas de problème, je suis un citoyen, je suis un patriote, je veux venir vous retrouver à Port-Gentil. Mais je n'ai pas été nommé. D'accord. Je n'ai pas été nommé par décret présidentiel. Mais comment cela se fait-il qu'on me demande de partir de là par décret présidentiel en Conseil des ministres? Je n'ai pas été nommé en Conseil des ministres. Vous voyez, c'est là où l'absurdité, malheureusement, et je le dis encore, pas pour insulter, mais je le dis pour le déplorer, au nom du chef de l'État, on fait un gros mensonge de ce genre-là. Et le Gabon perd. Et on écarte quelqu'un qui avait pratiquement dans ce personnel-là le petit vernis pétrolier. Et finalement... Et c'est le Gabon qui perd. Et finalement, ils font quoi? Voilà un peu la situation, mais je ne voudrais pas parler de moi, hein, s'il vous plaît, mais voilà comment on pousse le grand chef, le patron, le chef de l'État à des erreurs. Leur souci, c'était quoi? Que je sois frustré vis-à-vis du chef? Mais moi, je suis un grand garçon, j'ai compris que c'était un jeu. Et il faut accompagner le chef de l'État. Il a besoin des compétences et de l'expertise nationale, qui ne doit pas justement le tromper, l'induire en erreur, influencer négativement ses décisions. Je suis désolé de le dire ici, mais pour moi, le plus important, c'est de faire part des voies exploratoires pour la maîtrise de notre production. Comment on peut maîtriser notre production, comment on peut l'améliorer, parce que c'est ça qui est important. Bien sûr, bien sûr. Et il y a des solutions. Il y a des solutions. Vous savez, en étant à Port-Gentil, moi, j'ai fait quelque chose. J'ai mis le cap, un site de production sur satellite. J'ai demandé à mes amis à travers le monde de voir par satellite ce qui se passe là-bas. Et ils le savent que j'ai vu des choses. Alors, on vous a renvoyé à cause de ça? Mais généralement, c'est un peu toujours... Nous tous, nous le subissons. Oui. Nous devons, madame, vraiment, nous devons, dans ce pays, chacun à son niveau de compétence, apporter des solutions
au pouvoir en place. Est-ce qu'il y a une prise de conscience justement des cadres de la République gabonaise pour comprendre la nécessité d'apporter des solutions, de bien faire, d'aider réellement les pouvoirs publics, les autorités, donc, en tête desquelles le chef de l'État a bien conduire cette 5e République, a bien la bâtir? Est-ce que vraiment il y a cette prise de conscience? J'ai l'impression que non. La prise de conscience viendrait avec un certain encadrement. D'accord. Il faut sensibiliser, avec une certaine sensibilisation. Je vous le dis, madame, ce pays, notre cher pays, le Gabon, il y a des compétences. Mais il y en a. Il y a des compétences. Vous voyez quelqu'un comme moi, c'est pour ne pas parler de moi, parce que je ne voudrais pas faire dans le narcissisme. Mais si, moi, on m'invite, Monsieur Tati, est-ce que vous pouvez venir nous parler du pétrole en Afrique? On m'invite à Moscou, on m'invite en Angleterre, on m'invite dans un pays comme à Chypre, pour venir expliquer certaines choses, ou à Dubaï, dans des conférences, dans des forums. Ça voudrait dire que l'expertise gabonaise est reconnue. Bien sûr. Mais pourquoi cette expertise n'est pas utilisée dans le pays? Pourquoi on ne concentre pas cette expertise, on ne réunit pas cette expertise pour dire, c'est vous les intellectuels du pays, que pensez-vous? Non, on ne le fait pas parce que tout le monde fait de la politique. Oui, parce politicienne. Que la mère patrie gabonaise a justement cette fâcheuse habitude de broyer ses meilleurs fils et ses meilleurs enfants. C'est ce que je constate. Hein. On va continuer. Oui. On va continuer, Monsieur Tati. Oui. Alors, nous parcheminons vers la fin de cette émission. Oui. Actualité oblige. Oui. Je voudrais qu'on fasse un quart de tour aussi, très rapide, dans les Amériques. Quelle est votre analyse de la situation qui prévaut actuellement au Venezuela sur fond de convoitise de l'or noir vénézuélien? Quelle est votre analyse? C'est une question intéressante, à plus d'un titre, parce que ça rejoint la géopolitique Bien sûr. planétaire. Bien sûr. Les enjeux géopolitiques sur le plan planétaire. Vous savez, le monde a toujours été un peu divisé en blocs. Tout ce qui concerne l'Amérique, les Amériques, donc Amérique du Sud, les États-Unis, tout ça, toute cette partie de la planète est contrôlée, encadrée par les États-Unis d'Amérique, qui est la première puissance économique mondiale, économique, industrielle et même militaire mondiale. Le Venezuela, il faut le savoir, c'est le pays au monde qui a les plus grandes réserves pétrolières. C'est même pas l'Arabie Saoudite, c'est pas le Koweït, c'est pas le Qatar. C'est le Venezuela, un pays d'Amérique du Sud. Mais ce pétrole, depuis le début des années 50, a toujours été contrôlé par les États-Unis d'Amérique. Ce sont les Américains qui, les premiers, ont fait des grandes découvertes pétrolières au Venezuela. Donc, pour eux, le Venezuela, c'est leur affaire. Malheureusement, il s'est trouvé qu'avec la révolution bolivarienne, parce que tous ces pays d'Amérique du Sud se reconnaissent des bolivariens, avec l'arrivée du président Hugo Chavez, tous les sites pétroliers, tous les permis pétroliers, toute l'industrie pétrolière placée au Venezuela par les États-Unis ont été nationalisés. On a demandé aux Américains, go out, donc partez, sortez de là. Et les Vénézuéliens ont repris tout en main par eux-mêmes et se sont associés finalement ces 10 dernières années à la Chine comme acheteur et à la Russie comme producteur. Et la Russie a réussi un tour de force, c'était de renouveler leur contrat. Ils étaient déjà là-bas depuis 15 ans. Au mois de novembre dernier, l'Assemblée nationale du Venezuela a renouvelé les permis russes. Donc toute la production qui se passe là-bas, c'est une production en fait qui appartient à la Russie. Ce que
les États-Unis n'ont pas accepté. Et les ventes, c'est la Chine notamment qui achète ce pétrole. Le problème des États-Unis, c'est quoi? C'est que la plupart des raffineries dans le Golfe d'Amérique, donc qui va de la Louisiane aux États-Unis et au Texas aux États-Unis, la plupart des raffineries, des grandes raffineries, les plus grandes raffineries au monde, ne peuvent fonctionner qu'avec le pétrole du Venezuela. C'est quoi cette particularité? C'est-à-dire que le process, c'est-à-dire la façon de fonctionner de ces raffineries, elles ne peuvent fonctionner qu'avec une grande partie du pétrole du Venezuela. Mais il faut savoir que l'Amérique, c'est l'un des plus grands producteurs au monde de pétrole, mais c'est aussi l'un des plus grands consommateurs de pétrole au monde. Donc, ils peuvent produire par exemple de l'essence, le produit qu'on appelle l'essence, PMS, donc l'essence, mais ils ne peuvent pas produire le gasoil, donc le diesel, qui permettrait aux machines de fonctionner aux États-Unis, à l'industrie de fonctionner. Il leur faut donc mélanger leur fracking, donc leur pétrole à eux, qui est un pétrole ultra léger, avec le pétrole lourd du Venezuela. D'accord. Et le fait de perdre la main au Venezuela, c'est ce qui a entraîné tout ce que nous voyons là. C'est-à-dire la capture du président Oui, tout ça, la capture, sinon la volonté d'une mainmise totale au Venezuela. Mais ils peuvent capturer même des bateaux qui sont des bateaux bâton-pavillon russes. Donc le pétrole qui est dans ce bateau, c'est le pétrole des Russes. Voilà où se situent les enjeux. Voilà ce qui amène à tous les dérapages que nous constatons, des dérapages qui peuvent même conduire à une troisième guerre mondiale. Voilà un peu la vérité sur la question. C'est une question très épineuse qu'il faudra essayer de régler pacifiquement, parce que s'il y a un Texel là-bas, rien ne dit pas que ça va embraser toute la planète. Voilà la situation réelle au Venezuela. C'est un problème d'enjeu économique, voilà, sur base de géopolitique. Les Américains disent que là-bas c'est chez nous, les Russes, vous... la chasse gardée. Voilà, les Russes, vous avez l'Ukraine, vous avez l'Europe de l'Est, la France, vous, et l'Angleterre, vous avez l'Afrique. Nous, les Américains, nous avons l'Amérique du Sud, ça c'est notre giron, c'est notre chasse gardée. Le partage du monde. Voilà. Le gros gâteau. Tout à fait. Pensez-vous qu'on peut effectivement aboutir à une paix, une solution durable, pacifique? Il n'y a pas de signaux qui nous donnent cet espoir. Bon, il y a quand même des signaux qu'il y a quand même un léger dégel des tensions, mais très léger. Hein, je ne l'aperçois. Je ne le perçois pas. Si, il y a un léger, puisque ne vous en faites pas, tout ne se dit pas dans les médias. Mais il y a des pourparlers, il y a des négociations entre les États-Unis, par exemple, et la Russie, pour ce qui concerne le Venezuela, et la Chine aussi, pour ce qui concerne le Venezuela. Il y a, ces derniers temps, il y a beaucoup de rencontres. Voilà, il y a beaucoup de rencontres. Il y a aussi un dégel au niveau, par exemple, pour l'Iran aussi. Il y a des pourparlers sous la table un peu avec les ayatollahs. Donc, on garde l'espoir que tout ceci va aboutir à une paix qui ne pourra qu'arranger tout le monde. Oui, mais il y a une déclaration quand même qui est foudroyante et qui donne froid dans le dos. Hein. Lorsque le président vénézuélien est capturé, nous l'avons tous suivi dans les médias, parce que ça fait l'objet de toutes sortes de grands plateaux spéciaux. Dans la presse internationale, le président Trump a déclaré qu'effectivement, si la vice-présidente actuelle du Venezuela ne marchait pas comme la Maison-Blanche décide, eh bien, elle subira le même sort que le président capturé, et que désormais, il envoie toutes les grandes sociétés pétrolières s'installer au Venezuela.
C'est quand même assez foudroyant, non? Oui, c'est assez foudroyant et ce qui est dommage, ça démontre que l'ONU ne sert plus à rien. Évidemment. Ça démontre que le droit international n'a plus sa raison d'être. Bien sûr. Mais par contre, il y a déjà depuis 2-3 jours, il y a une juge fédérale aux États-Unis qui a demandé à ce qu'on libère M. Maduro, le président, son Excellence M. Maduro, qui a demandé, il faut qu'on le libère, il n'a pas de raison d'être là. Et comme la décision d'un juge fédéral est une décision non négociable. Bien sûr, bien sûr. Surtout dans les temps actuels. Voilà, et le président américain a une très petite marge de manœuvre. C'est vrai. Je pense qu'il va être obligé de faire libérer M. Maduro. On le souhaite aussi. Oui. On le souhaite aussi parce que c'est brutal. C'est brutal. C'est trop brutal. Ça donne quand même un aspect d'État canaille. Ça ne se fait pas. Mais bien sûr. Ça ne se fait pas. Surtout pour un continent qui se réclame le temple de la démocratie. Le temple de la démocratie, le temple de l'observation des lois. Cette juge fédérale a pris cette décision qui est une décision irrévocable. Oui. Donc, et salutaire. Et nous pourrons donc attendre dans les heures qui suivent ou dans les jours qui suivent qu'une décision réelle soit prise dans ce sens-là. Parce qu'effectivement, c'est un mauvais ton qui est donné. Ça veut dire qu'on peut recommencer des annexions partout dans le monde. Il suffira que je sois plus fort, une puissance forte, et j'impose ma loi. Et effectivement, l'ONU, le droit international, n'existe plus. D'ailleurs, le président Trump a créé un conseil de sécurité bis, un conseil de paix. Voilà, mais qui ne va pas très loin en ce moment, ça pratiquement fait un pif. Et donc, qui a pour mission de supplanter l'ONU. Bon. Mais il faudrait dire aussi qu'il y a, depuis plusieurs décennies, on réclame, la communauté internationale réclame la modernisation des réformes au sein de l'ONU, parce qu'effectivement, l'ONU a déjà fait son temps, et donc, de nouvelles exigences géopolitiques ont émergé, et donc il faut que l'ONU s'adapte justement à cette nouvelle donne. Alors, bon... Non, tout à fait, ce que vous dites, c'est vraiment ça. L'ONU, c'est une vieille dame, hein. Il serait judicieux pour la réformer. Pour la planète entière, qu'on essaie de réformer, revoir un peu ses attributions, revoir un peu son mode de fonctionnement, etc., etc. Et puis, nous, les Africains, il faudrait bien qu'on ait une place au Conseil de sécurité. Bien sûr, bien sûr. Une place permanente, sinon même deux places permanentes au Conseil de sécurité. C'est le débat actuel. Voilà, c'est très important. Mais je voudrais, si vous voulez bien me l'accorder, revenir un tout petit peu sur ce problème qui, pour moi, est très important. La maîtrise de notre industrie pétrolière. Allez, je vous en prie. La maîtrise de notre industrie pétrolière. On a fait un tour dans le monde. Voilà. C'est très important parce que nous avons des besoins financiers très énormes parce qu'il faut développer le pays. Nous avons des besoins parce qu'il faut que le peuple gabonais s'épanouisse. Mais nous avons là des outils. Nous avons là des richesses qui sont là. Ce n'est pas normal qu'après près de 65 ans d'indépendance, que nous puissions toujours compter sur les autres pour gérer notre patrimoine minier et pétrolier. Ce n'est pas normal. Ce pays a formé beaucoup de gens, et moi j'en suis la preuve vivante. Vous vous rendez compte que nous avons une société nationale pétrolière dont j'ai été, je le dis pour la première fois, dont j'ai été l'un des lanceurs sur ces fonds baptismaux de cette société. C'est moi qui ai proposé, je ne fais pas du narcissisme, c'est moi qui ai proposé aux dirigeants de l'époque que nous puissions mettre en place une société nationale pétrolière dans notre pays, que ce n'était pas normal que nous soyons détenteurs de richesses pétrolières et que nous n'ayons pas une société nationale pétrolière. Ce n'est pas normal qu'à ce jour, pour vendre notre pétrole, nous faisons appel à d'autres personnes, à d'autres groupes.
Alors que sur la place, dans le pays, il y a des personnes capables de le faire. Il y a des personnes capables de mettre en place une organisation pour ça. Contrôler notre production, c'est contrôler notre avenir, c'est contrôler notre développement. C'est assurer notre développement. Si nous laissons aux autres la possibilité de toujours le faire pour nous, nous serons toujours grugés. Ayons le courage de nos ambitions. J'ai été plusieurs fois dans les sites pétroliers, j'ai travaillé là-bas et j'ai observé. La plupart des personnes qui travaillent sur les sites pétroliers aujourd'hui au Gabon, la plupart sont des Gabonais. Mais pourquoi ne pas encadrer ces gens-là, les récupérer au sein de la société, faire un débauchage, embauchage au sein de la société nationale pour renflouer les capacités de la société nationale pétrolière, donc la GOC, Gabon Oil Company, de façon à ce que nous puissions maîtriser tous les ponts et faire de cette société une société verticalement intégrée, c'est-à-dire qui va du puits jusqu'à la pompe, donc jusqu'à la station, en passant par le transport, le raffinage, tout le reste. Pourquoi laisser ça aux autres? Les autres ne peuvent que nous accompagner. Et puis revoir nos contrats. Je dis qu'il faudrait qu'on remette tout ça sur la table. Bien sûr, vous l'avez déjà dit. Il faut qu'on remette tout ça sur la table. On parle de contrat de partage de production. Contrat gagnant-gagnant. Contrat qui devrait être gagnant-gagnant, mais on parle de contrat de partage de production. Mais ça ne se fait plus, le contrat de partage de production, parce que nous n'avons pas la maîtrise des coûts de production. Bien sûr. Ce que nous devons faire, nous devons réfléchir sur plutôt un contrat de partage des recettes pétrolières. Nous ne faisons pas un contrat de partage de production. Ce qui existe là, ce n'est pas un contrat de partage de production. C'est un contrat de service avec rémunération. C'est-à-dire qu'une société est là, elle vient travailler pour nous, on rémunère cette société, soit en espèces, soit en nature, donc en pétrole. Mais ne parlons pas de contrat de partage de production à partir du moment que nous n'avons pas la maîtrise de la production, des coûts de production. Parce que la maîtrise des coûts de production nous permettrait de faire un partage équitable. La maîtrise des coûts de production permettrait que la part de l'État soit une part acceptable. Et ça nous permettrait d'avoir les revenus nécessaires à notre développement, des revenus nécessaires à l'épanouissement du peuple gabonais, des revenus nécessaires à encadrer notre dette, des revenus nécessaires à remplir toutes nos obligations. Eh bien, nous voici donc arrivés au terme de notre émission, de ces 52 minutes. Et donc, je vous dis merci d'être venu sur ce plateau pour évoquer ces questions assez épineuses, délicates, complexes, mais qui méritent d'être évoquées. Tout à fait. Pour essayer d'aider notre pays à prendre ses marques. Et, comme vous le disiez, avoir le courage de ses ambitions. Alors donc, Monsieur Adrien Vinci Tati, merci pour tous ces éclairages. Alors, je vous dis aussi à vous, chers téléspectateurs, merci de votre aimable attention. Eh bien, on se retrouve mardi prochain à 21h. Mais déjà, n'oubliez pas que demain, 10h, rediffusion de cette émission. Au revoir.